1, 2, 3. Donc de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Déjà un bref rappel des droits des internautes suite à l'entrée en vigueur de cette loi qui rentre en vigueur le 25 mai pour rappel. Ensuite une différence aussi que les gens ne saisissent pas tout le temps entre ce qu'on appelle les opt-in et les cold leads. Donc ça c'est du jargon web marketing mais pas de souci, je vais vous expliquer ce que c'est. Ensuite véritablement l'impact du RGPD sur les campagnes de cold emailing. Donc quand je parle de cold emailing c'est bien sûr les campagnes de prospection et non pas des newsletters. Vraiment une différence qui est très importante. Et après, une petite partie où en fait je vais un peu épiloguer sur l'avenir d'une prospection et notamment d'une prospection par email suite à l'entrée en vigueur de cette loi. Donc déjà, la première des choses, les droits pour les internautes. Donc il y avait des sanctions qui étaient mises en place par la CNIL parce qu'en fait c'est pas nouveau la protection des données des utilisateurs sur Internet, sauf que là, en fait, depuis le 25 mai, ça fait très très mal. En tout cas, le buzz autour des amendes est assez faramineux. Tout ça pourquoi? Parce que les sanctions prévues en cas de mauvaise exploitation des données personnelles, j'entends, de personnes, peuvent s'élever jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc vous voyez, quand ils mettent mondial, je pense qu'ils veulent dans un premier temps taper sur les grosses compagnies. Mais vous avez aussi des sanctions pénales si personnellement vous êtes reconnu comme la personne qui a été déficiente dans le process d'exploitation des données. Et je crois de mémoire que c'est 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Donc vous voyez que les sanctions quand même sont vraiment très lourdes et c'est pour ça que ça a fait comme l'effet d'une bombe et que tout le monde a vraiment commencé à paniquer en se disant « oulala, mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Donc, s'il y a une chose, alors le texte c'est un énorme pavé de je ne sais plus combien d'articles d'ailleurs, mais si vous devez retenir une chose concernant l'exploitation de données personnelles, c'est cette phrase. Et en gros, dans cette phrase, vous voyez, il y a deux choses qui sont écrites en rouge. C'est tout ressortissant de l'Union européenne et consentement express et actif. Donc, tout ressortissant de l'UE, ça veut dire que ça s'adresse à tous les gens qui sont résidents sur le sol européen, donc les 27 États membres. Je ne pourrais pas vous les citer par cœur, mais vous avez la liste sur Internet, il n'y a pas de problème. Ce qui implique que si, pour X raison, vous travaillez à l'international et notamment dans des zones hors UE, le RGPD ne s'applique pas. Donc il n'y a pas de process particulier à mettre en place. En gros, si vous êtes si vous travaillez notamment la cible États-Unis, là vous avez rien à changer et eux, ils adorent ça, recevoir des mails de prospection. Donc tant mieux pour vous. Et la deuxième chose qui est hyper importante, c'est le consentement express et actif. Et je dirais même plus là-dessus, c'est le fait actif, parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous balader sur des sites, vous inscrire à une newsletter juste en laissant votre email. Ça, théoriquement, maintenant, c'est fini, vous devez avoir une case à cocher. Et quand je dis une case à cocher, ce n'est pas une case pré-cochée que vous devez décocher, c'est vous qui devez activement dire oui, en m'inscrivant, je veux recevoir cette newsletter. Donc c'est vraiment cet aspect-là est hyper important. Pour toute souscription à un formulaire ou à une newsletter ou qu'est-ce, il faut que le consentement soit actif pour la récolte des données des gens. Donc que peut-on vous demander? Alors là pareil, le texte c'est un énorme pavé, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai essayé de vulgariser un petit peu le propos, mais en gros ça peut se résumer à 3 types de choses. Dans un premier temps c'est l'accès, c'est-à-dire qu'à tout moment, et ça m'est déjà arrivé le 26 mai je crois, à tout moment on peut vous demander les informations dont vous disposez sur la personne. Comment vous les avez récoltés, à quelle date, dans quelle liste, pourquoi. Donc ça, c'est un droit d'accès que tout le monde a le droit de faire valoir et vous devez être en mesure de les fournir, répondre à toutes ces questions. Le deuxième principe, c'est la portabilité, c'est-à-dire que vous devez lui envoyer les données dans un format qui est lisible. Donc, format lisible et exploitable, je l'ai mis entre guillemets parce que ce sont les termes du règlement lui-même. C'est-à-dire, grosso modo, un fichier au format CSV ou même en PDF. Donc ça, c'est le deuxième point, la portabilité.
Et le troisième truc qui est probablement le plus important, c'est le droit à l'oubli, c'est-à-dire que si la personne vous demande expressément d'effacer les données dont vous disposez sur elle, vous devez le faire, pas sur le champ, mais en tout cas vous devez le faire. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas du coup garder des infos sur une personne qui a demandé à ce qu'on vous effaciez les données. Et apporter la preuve. De cet effacement, comment on peut apporter la preuve qu'on a effacé? Alors ça, c'est une très bonne question et heureusement, j'ai une avocate spécialisée RGPD. Non, du coup, comment on pourrait prouver? On doit en tout cas apporter une réponse donc, dans le délai d'un mois en justifiant effectivement leur supprimer. Il n'y a pas de preuve. Le seul truc, c'est que si l'internaute se reconnecte par exemple sur le site internet, s'il s'agit d'un site internet et qu'il est reconnu automatiquement, là évidemment, ça sera à l'inverse la preuve par la négative, plutôt la preuve que ça n'a pas été pris en compte. Mais il n'y a pas eu, en tout cas le RGPD n'a pas précisé les éléments sur la preuve. C'est pas ça, c'est que si on garde une trace qu'on a effacée d'une donnée sur la personne, on garde une donnée personnelle de la personne. Donc on ne peut pas la garder. De toute façon, il n'y a plus de. Voilà, théoriquement, on ne peut pas faire une preuve négative. De toute façon, rassurez-vous, le RGPD, il est entré en vigueur il y a 3 semaines, il me semble, même peut-être un peu moins. On manque de réalité là-dessus. Et donc, il y a encore beaucoup de gens qui ont des questions et je comprends la vôtre. Et c'est vrai que je n'ai pas les réponses à tout. Moi, je me concentre vraiment sur l'emailing. Juste une question quand même sur les données personnelles, parce qu'on est bien en B2C, et donc en données personnelles sur les personnes, pas sur les entreprises. Mais comment on traite un directeur financier, par exemple, qui a un nom et un prénom, un numéro de ligne directe? Est-ce que c'est une donnée personnelle ou est-ce que c'est une donnée professionnelle? Alors, j'allais y venir justement. J'allais y venir. C'est embêtant cette mise en veille tout le temps là. Donc voilà en gros à quoi correspond le droit des internautes avec l'entrée en vigueur de ce RGPD. Maintenant, il faut voir aussi la différence entre ce qu'on appelle les bases de données opt-in et les bases de données de leads. Donc la différence, elle est très simple. C'est que un contact opt-in, c'est quelqu'un qui est censé avoir donné son accord, et j'ai mis actif entre guillemets parce que post-RGPD, il faut que la personne ait donné son consentement actif en disant oui, je veux recevoir vos infos. Donc, c'est des gens qui sont dans vos bases de données newsletter, qui se sont inscrits à une newsletter et qui ont donné leur accord. Ça, c'est ce qu'on appelle les opt-in. Et à la différence, les leads, donc le prospect, ou ce qu'on appelle cold lead, ne vous connaît pas, il n'a jamais entendu parler de vous et vous le sollicitez en gros pour faire la promotion entre guillemets de votre produit ou de votre service. Donc il n'a jamais entendu parler de votre société, encore moins de vous, et il ne s'attend pas à ce qu'il reçoive un mail de votre part. Donc ça, c'est une différence qui est fondamentale dans l'emailing, parce qu'on ne le traite pas du tout de la même façon. Et en fait, je fais aussi une petite aparté, parce qu'on me pose souvent la question, et en ce moment je fais beaucoup de trucs comme ça pour mes clients. En fait, c'est comment prouver le consentement de ma base de données opt-in, donc des gens qui se sont inscrits à votre newsletter, mais avant le RGPD. La première étape, c'est déjà de créer et d'envoyer un email de requalification des listes de diffusion. En gros, en quoi ça consiste, pardon. C'est en fait un email où vous lui dites, eh ben voilà, le RGPD est rentré en vigueur, et maintenant, est-ce que vous continuez à accepter de recevoir mes infos? Oui, non. Oui? Et est-ce qu'il faut un consentement actif dans ce cas-là? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ah ouais. Ouais. Et sinon, automatiquement le supprimer. Alors, justement, en fait, les call to action, l'outil que j'utilise, que je trouve qui est pas mal foutu, ils ont fourni un template RGPD, c'est Mailjet. Mailjet, vous avez un template avec 2 call to action, donc c'est à vous de broder, dire gna 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 RGPD, est-ce que vous voulez recevoir mes infos, plein de bisous, tout ça. Et vous avez oui, non. S'il clique sur oui, en fait, vous renvoyez sur une landing page qui lui explique en gros tout ce que je vous explique, c'est-à-dire ses droits, etc., qui exploite les données au sein de l'entreprise, tout ça, tout ça. Si c'est non, c'est le bouton, en gros, c'est le lien de désinscription que vous devez mettre en bas de chaque mail. Ce qui fait que s'il clique dessus, il se désinscrit automatiquement de vos listes. Donc,
ce qui m'amène à l'étape 2, très bonne question, c'est que du coup, après une semaine, parce que généralement, les résultats des campagnes mailing, au bout de 48 heures, elles sont plus ou moins arrêtées. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est qu'après une semaine, vous faites le tri en nettoyant vos listes et vous gardez que les oui. En l'occurrence, Mailjet, vous avez, quand vous allez dans vos statistiques de campagne, la possibilité de savoir qui a cliqué sur les liens. Et en fait, ça vous fait un fichier au format CSV que vous exportez et que vous archivez. Et ça sera la preuve du consentement. Est-ce qu'on a le droit de relancer les gens qui n'ont pas ouvert le mail? Alors, théoriquement, moi j'aurais tendance à dire que s'ils n'ont rien dit, tu les laisses dans la base. C'est un risque à prendre, il n'y a pas de jurisprudence en la matière, mais moi j'aurais tendance à dire qu'il faut le faire. Dans Mailjet, on a la preuve qu'ils l'ont ouvert. Oui. Donc s'ils ne l'ont pas ouvert, on peut les relancer en disant... Bah, je pense qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter avec le RGPD aussi, parce que c'est un peu... c'est censé limiter les spams, et en ce moment, on est spammé à tout va à cause de ça. Donc, c'est un peu le paradoxe du RGPD. Mais en tout cas, garder les oui, c'est en tout cas la preuve que les gens qui ont cliqué sur oui veulent continuer à recevoir vos infos. Donc, si pour X raison vous êtes embêté, vous pouvez prouver à tout moment que telle personne a cliqué à telle date et telle heure en disant oui, je veux recevoir les infos. Et du coup, la troisième étape, bah, voilà, c'est ce que je disais, c'est archiver vos résultats de campagne pour prouver le consentement. Donc le oui. Donc on ne peut pas faire un truc par défaut. Si vous ne répondez pas, on reçoit ça en ce moment, si vous ne répondez pas à ce mail, c'est que vous êtes d'accord. Ça, c'est à bannir. Ou pas. C'est un vrai sujet, parce que moi j'ai vu des mails passer avec oui-non, j'ai vu des mails passer avec juste le non je me désinscris, le oui je continue, et il y a même des gens en fait des mails qui disaient si vous ne répondez pas à ce mail, on considère que c'est bon. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais ça revient à l'opt-out. Oui. Ouais. Donc l'opt-out, par définition, c'est... Ça revient à... Ouais, C'est pas un je pense- opt-in, moi, je bien pense sûr. que c'est pas bon. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ça, tout en sachant qu'on parle de la base de données opt-in? Donc de toute façon, travailler sainement post-RGPD, ça veut dire que les bases de données que vous exploitez, moi le premier, je ne l'ai pas encore fait, c'est d'envoyer un mail comme ça. Vous aurez de la déperdition, c'est sûr, mais après tout, vous serez clean. Donc il vaut mieux, c'est un mal pour un bien quelque part. Ça, c'est vraiment pour vous mettre en conformité sur la base de données opt-in. Alors maintenant, on va attaquer le dur, le mailing de prospection. Donc quand vous vous adressez à des prospects. Donc malheureusement, pour répondre à votre question, le problème de maintenant, c'est que tous les emails sont concernés. C'est-à-dire que même un mail B2B où vous avez des infos du type prénom ou nom, c'est terminé, ça rentre dans le champ d'exploitation, le champ de réglementation du RGPD. Avant, c'était toléré en B2B de pouvoir envoyer des emails voilà, à des prospects pour leur dire « regarde comme mon produit est trop bien, etc. » Maintenant, ça rentre dans le giron du RGPD. Donc quelque chose où vous avez david@domaine.com, nom, prénom, machin, nom, point, prénom, ça rentre dans le giron du RGPD. Ça, c'est la loi. La feinte, c'est tout ce qui est générique. Les emails génériques de type info, contact, support, hello, étant donné qu'il n'y a pas de données personnelles dans l'email, vous pouvez les exploiter. Alors oui, vous allez me dire, moi je bosse en grand compte, ça n'arrivera jamais, ça aboutira pas, c'est sûr. Mais si vous travaillez sur des cibles artisans, TPE, etc., des gens où ils sont un ou deux, vous savez que le mail info ou contact, c'est le patron qui le reçoit directement. Donc vous pouvez continuer tel quel sans qu'on puisse vous inquiéter. Ou en tout cas vous faire chier. Oui ? Et imaginons que ce soit un site marchand qui sache que j'aime bien les bots, par exemple. Est-ce que c'est considéré comme une donnée personnelle ou pas? Le fait de savoir que si c'est un mail personnalisé en quelque sorte, mais qui ne contienne pas de données personnelles. Théoriquement, si tu t'en tiens qu'au mail, ça passe. Ok. Mais une fois de plus, on manque de recul et d'application de ce règlement. Donc on verra aussi avec le temps. Donc vraiment, il faut que vous le sachiez maintenant,
l'heure du spamming, c'est terminé, même en B2B, et véritablement, ça complique un peu les choses. Donc, obtenir le consentement des prospects. Alors, ça alourdit évidemment le processus qui se fait maintenant en 3 étapes. C'est-à-dire que le premier temps, c'est envoyer un mail de consentement à votre prospect. Donc, vous pouvez tout à fait envoyer un mail à quelqu'un qui a nom, prénom, etc., où vous avez des infos sur lui. Mais en fait, en gros, ça revient à lui dire j'ai quelque chose à te montrer qui peut t'intéresser. Par contre, si tu veux qu'on en parle, il faut que tu me donnes ton consentement actif. Et le consentement actif, c'est évidemment remplir un formulaire avec une case à cocher, ça ne change pas, mais ça peut être une réponse. Si vous répondez en disant oui, je veux que tu m'envoies ton mail ou allez-y, là ça passe. Donc une fois que ce formulaire est rempli, là, vous envoyez le call d'email. Mais n'oubliez jamais la règle numéro 1, c'est ça, consentement actif et express. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une démarche de la part du prospect pour que vous puissiez lui envoyer un message. Ça peut pas être les deux en même temps? Les deux en même temps. Moi, pour le moment, j'envoie des mails en mettant un formulaire de consentement. Mais un mail d'information sur mon produit et un formulaire de consentement. Dans le mail. En même temps, oui, en pièce jointe. Ouais, mais c'est une bonne technique de gros hacking, pourquoi pas. Au moins, vous brûlez une étape. Oui? Je voudrais une petite discussion avec vous. En fait, d'après les lignes du G29 et de la CNIL, en fait, à partir du moment où s'adresse à un professionnel qui a un intérêt légitime à la prospection, normalement, il semblerait qu'on n'est pas obligé justement de passer par le consentement explicite et qu'on a juste un devoir d'information ou d'inscription à la newsletter ou au mail automatique, le cas échéant, en fait. Et justement, je voulais savoir avec vous, parce que vous avez l'air de dire peut-être l'inverse, et je voulais savoir finalement sur quoi on se base en fait. Est-ce que c'est vraiment sur le G29 et la CNIL, ou est-ce que vous avez des informations supplémentaires que j'ai? De toute façon, c'est le règlement européen qui prévaut. Donc à partir du moment où tu as des infos personnelles sur la personne, si tu envoies un mail à david.lambrin@eurovia.com par exemple, et ben là, il faut que tu aies son consentement parce que l'email est considéré comme quelque chose de personnel. De toute façon, la CNIL est obligée de s'aligner sur le règlement européen. C'est toujours le règlement européen qui prévaut. Donc, ce que l'email doit contenir, en gros, bien sûr, c'est jouer la transparence. C'est vous ne faites pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Oui? Par même ordre d'idée, si quelqu'un vient sur mon compte LinkedIn, Oui? vous êtes mon ami, donc du coup je récupère son email, est-ce que ça équivaut à consentement ou pas? C'est lui qui est venu, hein, je ne peux pas chercher. Ça équivaut à un consentement, c'est-à-dire si vous voulez exploiter l'email plus tard. Théoriquement, vous n'avez pas le droit de le faire. Et si le gars, on l'a contacté via LinkedIn, on lui dit est-ce que je peux t'envoyer un mail pour machin, qui dit oui, là c'est consentement. Oui, oui. Ouais. Ouais. Okay. Et la preuve de consentement sera dans LinkedIn. Voilà. Donc si vous êtes mon ami, c'est pas consentement. Là, c'est un peu plus compliqué à du coup à archiver ces consentements. En fait, le vrai intérêt. De toute façon, il faut toujours à un moment, si on vous sollicite là-dessus, il faut que vous soyez en mesure de le prouver. Et le meilleur moyen, c'est bien souvent les bases de données, dans les outils de newsletter ou même de call d'email, parce qu'il y a des outils de call d'email et des outils de newsletter. Vous savez en fait comment vous l'avez importé, à quelle heure et pour quelle raison. Donc en fait, en gros, c'est bien sûr l'identité de votre société, donc ne mentez pas. L'objectif de votre message, c'est-à-dire pourquoi vous le sollicitez évidemment, et notamment en quoi votre produit est super, etc. Les infos sur la circulation des données, ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans un mail, mais vous pouvez mettre un lien dans votre mail qui renvoie sur un truc un peu plus pavé. Voilà, charte de confidentialité où en fait, en gros, vous dites qui exploite les données. Notamment si la donnée circule dans un CRM ou pas et qu'elle est exploitée par le marketing et les commerciaux, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important. Une fois de plus, c'est au regard de la loi. C'est quoi circulation des données? Circulation des données, c'est en fait tu dois dire en fait qui a accès à ces données au sein de l'entreprise et qu'est-ce que tu en fais. Et ça, c'est dans une. qui on les envoie?
Voilà. Mais en gros, ça équivaut à dans ton mail, parce que de toute façon, quand on parle de mail de prospection, il ne faut pas en écrire des tonnes. Et souvent, en fait, tu mets des liens qui renvoient vers d'autres choses de ton site. Voilà. Donc, le rappel des droits des internautes, ça, on l'a vu, je vous l'ai montré au début. Donc, droit à l'accès, droit d'oubli et droit de portabilité, ça, c'est les 3 principaux, mais vous en avez toute une tonne. Et surtout, je vous l'ai mis en rouge, le plus important, c'est le lien de désinscription. Et ça, c'est même peut-être plus important que tout le reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, c'est pour être clean au regard de la loi. Quand on regarde les mails de prospection, 99%, et moi le premier, j'ai pas honte de le dire, hein, on n'est complètement pas là-dedans. Mais si vous mettez un lien de désinscription, ça met fin à tout débat. Parce que la personne clique, c'est terminé. Elle est dans la blacklist, vous ne pouvez plus lui envoyer de mail. Donc, elle ne vous fera jamais chier. Et donc, on va finir. Au final, c'était un meet-up un peu rapide, mais c'est pas plus mal. On pourra boire un coup plus rapidement. L'avenir pour la prospection. Donc 67%, c'est un chiffre qui vient d'un sondage. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Petit quiz. Oui? C'est ça. C'est ça. En fait, c'est 67% des entreprises françaises qui ne se déclaraient pas prêts au 25 mai. Et je pense que dans les 33% restants, il y a un bon paquet d'hypocrites. Parce que, à part Facebook et Google, honnêtement, personne n'est conforme au RGPD. Moi, j'utilise un tas d'outils de marketing automation, mais franchement, c'est du vent, leur politique. Personne n'est conforme. Et même pour vous dire, le tour de passe-passe de Facebook, j'imagine que avant le RGPD, vous avez tous, à chaque fois que vous vous connectiez, reçu un truc, regardez notre politique de confidentialité, nanana. Sincèrement, qui a lu ces trucs? Et en fait, le problème, c'était que si vous n'acceptiez pas le seul problème, enfin la seule solution, c'était de supprimer votre compte. Donc en fait, ils ont pris en otage tous les utilisateurs de Facebook et ils leur ont dit, en gros, si vous n'acceptez pas notre politique, donc un pavé comme ça, qui a été bien sûr rédigé par une armada d'avocats, en gros, vous supprimez votre compte. Sauf que le problème, et ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que Facebook a rapatrié toutes ses données d'Irlande aux États-Unis. Donc en fait, ils ont carotté tout le monde, hein, je préfère vous le dire. Et le problème, c'est que c'est complètement hors RGPD. Donc vous avez des associations de consommateurs qui sont en train de monter des actions pour essayer du coup de faire marcher le RGPD. Même si les données sont plus en Europe, ça concerne les Européens, les Européens, enfin les personnes. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, ils ont reçu un consentement de la part des utilisateurs sans que les gens en fait sachent ce qu'ils faisaient des données. Donc en fait, ils ont blousé tout le monde. Mais parce que c'est Facebook, ils peuvent se le permettre. Par contre, c'est sûr que Facebook et Google, c'était forcément les boîtes qui étaient dans le collimateur en premier du RGPD. Donc ils ont fait genre un peu illusion en disant oulala, nous on a conscience de ça, on veut traiter les Européens comme les Américains, sauf qu'en fait c'est un peu plus compliqué. Donc ne serait-ce que par rapport à cette stat-là, sachez que de toute façon, le législateur va forcément laisser du délai aux entreprises parce que ça implique beaucoup trop de choses si on veut faire vraiment les choses dans la règle de l'art et il y aura du timing. Donc vous inquiétez pas pour tout de suite en tout cas. La deuxième chose qu'il faut faire s'agissant des mailings, c'est la première chose, c'est sur les données. Attention aux mails exploités et à la façon dont vous les récoltez. Donc, c'est vous qui parliez de LinkedIn, donc je pense que vous parliez des exports de contacts. Exactement. Voilà. Je parlais sur du scrapping que je peux faire. Quel vilain mot, le scrapping. Non, mais alors ça, l'export des contacts LinkedIn pour des sollicitations B2B, c'est encore
plus interdit maintenant, parce qu'en fait, beaucoup de gens se connectent à leur compte LinkedIn avec des comptes mail perso. Donc théoriquement, vous n'avez pas le droit de le faire. Comme si, par exemple, vous êtes en networking, vous prenez des cartes de visite et vous les rentrez tous dans une base de données. Normalement, ça c'est interdit aussi, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est la mort des cartes de visite en fait. Ça ne sert plus à rien si on peut plus les utiliser. Je suis d'accord avec vous. On peut toujours envoyer un mail. Voilà, de son c'est sang. un- Sur une carte de visite, il y a un mail. Est-ce que vous êtes d'accord parce que je vous envoie une doc? Bah voilà, vous avez très bien compris l'objet de la conférence, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais au regard, quand on s'en tient au texte, normalement c'est interdit de faire ça. Et après, en ce qui concerne le scrapping, je suis allé voir pas plus tard que tout à l'heure la Hunter, donc peut-être que certains connaissent Hunter.io, qui fait de la reconstitution d'emails à partir de suppositions sur des noms, prénoms et noms de domaine ou des noms d'entreprise, et qui peut aussi scraper tout un tas de mails par rapport à des noms de domaine. En fait, eux se défendent en disant que ces données, ils les récoltent ailleurs sur Internet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont été publiques. Et ce qui fait que si elles ont été publiques, théoriquement, pour eux, ils se défendent comme ça en disant que eux, ils font que de la reconstitution et qu'après, c'est les gens, donc leurs clients, qui sont responsables de ce qu'ils en font. Donc là aussi, joli tour de passe-passe parce que quand on fait un business sur de la reconstitution d'email, c'est quand même un peu gonflé de dire des trucs comme ça, mais bon. Donc le deuxième, c'est sur vos process. Donc si vous faites du marketing ou de l'envoi d'email, ça veut dire que vous utilisez forcément des solutions, peu importe lesquelles. Mais il y a de très fortes chances que si vous faites de l'automation, vous utilisez soit un outil tout en un, mais ça c'est rare, soit vous faites de l'interconnexion via des API, des intégrations, via Zapier ou via d'autres choses. Et ça, il faut aussi se renseigner auprès de toutes vos solutions de marketing automation normalement pour voir leur politique de confidentialité. Parce que le fait que vos données passent dans un formulaire qui soit récupéré dans une base par exemple Mailchimp et qu'avec cette base Mailchimp vous fassiez de l'automation qui est intégrée à Autopilot par exemple, je vous parle de ça parce que c'est mon process à moi, en fait vous passez par deux outils différents qui n'ont pas forcément les mêmes politiques de confidentialité. Donc il faut faire aussi attention à ça. C'est-à-dire où est-ce que les données sont stockées, est-ce que vous en restez maître vous-même, et franchement bon courage. Sur des plateformes, c'est impossible. Enfin, si on est en SaaS, Alors théoriquement tous ont une partie maintenant RGPD. Mailchimp a des formulaires, vous pouvez faire des formulaires avec des cases à cocher maintenant, actives. Je sais que Autopilot, c'est un outil de marketing automation, ils ont aussi ce qu'ils appellent des journées, où en fait vous pouvez créer toute une journée qui est conforme au RGPD. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans une liste, vous lui renvoyez un mail en lui demandant son consentement actif, en lui disant est-ce que vous êtes sûr que vous voulez recevoir le truc, ce qu'on appelle le double opt-in, mais qui n'est pas nouveau au final, et du coup vous êtes clean aussi vis-à-vis de ça. Donc faire très attention au process. Et la troisième des choses, c'est la sécurité. Donc là, faites des sauvegardes régulières de vos données et les archivez évidemment. Donc mon ami Martin qui s'occupe de la cybersécurité vous en parlera bien mieux que moi. Évitez les mots de passe type 1, 2, 3, admin, azerty. Et voilà, faites attention à bien carouler vos serveurs parce que ces données-là, si elles sont piratées, ça peut vous retomber dessus. Par contre, voilà la petite note, regardez ces adorables chatons. En fait, comme je vous disais, le RGPD il vient à peine d'entrer en vigueur, donc l'impact, elle se fera aussi sentir à l'usage. C'est-à-dire qu'on manque de recul vis-à-vis des choses, il y a très peu de jurisprudence. Et pour info, on ne sait même pas l'armada, ou en tout cas les pouvoirs qui vont être accordés à la CNIL. Et comme je vous disais au début, en ce moment, c'est ça qui est paradoxal, c'est que on reçoit des mails pour se conformer aux politiques de confidentialité et rester dans les bases de données de tout un tas d'outils, de trucs où on s'est inscrit. Et en fait, on se fait encore plus spammer qu'avant. Donc c'est ça qui est quand même hyper paradoxal. Tout ça pour que les gens se disent « ouais, on est clean vis-à-vis du truc ». Alors maintenant, j'ai regardé une étude et des stats qui sont très sérieuses, qui viennent de la CNIL elle-même,
Ou en fait, est-ce que vous savez le nombre de plaintes qui ont été reçues entre 2014 et 2016? On va jouer au juste prix. Et quelqu'un veut se lancer, dire un... 500 000. Combien? Oui, oui, en France. Allez, quelqu'un se lance? 500 000. 500 000? Non, Non. c'est beaucoup trop. 0. Non, pas zéro. 21 412, très exactement. Maintenant, il faut que la procédure soit instruite par la CNIL. Et une fois qu'elle est instruite par la CNIL, il faut qu'il y ait un avis et donc une procédure de sanction. Est-ce que vous savez combien il y a eu de procédures de sanction entre 2014 et 2016, initiées par la CNIL? 200. Pour 2. Il y en a eu 41. 2%. À 30. Et donc, quand on arrive en bout de chaîne, vous avez donc les sanctions pécuniaires prononcées, donc ce fameux risque de 20 millions d'euros ou de 4% du chiffre d'affaires mondial. Sachant que dans les sanctions, il y a énormément de non-lieux, enfin il y a à peu près 50% de non-lieux ou juste ce qu'ils appellent des avertissements. Donc là, à votre avis, il y en a combien? En rapport avec les 41? Il y en a 15. J'ai fait le ratio, c'est 0,07% des plaintes totales. C'est toujours plus que pour le finir. Mais est-ce qu'ils avaient les mêmes moyens? Est-ce que la loi est plus contraignante maintenant? Est-ce que, alors il faudra les instruire, les plaintes, parce que c'est compliqué. Est-ce que le 21 000, il risque de monter quand même? Parce qu'on va pouvoir quand même dire, celui-là il commence à gonfler, et je le dénonce à la CNIL. Donc, Alors, supposer que ça va monter. Est-ce qu'ils vont avoir les moyens de suivre? une fois de plus, quand on parle de mail de prospection, très honnêtement, moi j'ai une règle, c'est que je m'arrête à, je fais un mail, 2 relances. À J+5, J+7 des unes. Quand au bout de 3 mails, j'ai pas de réponse, j'arrête. Sachant qu'un bon score de mailing de prospection, c'est à peu près 30% d'ouverture. Et on va dire, si vous êtes à plus de 5% de réponse, vous avez des bons scores. Donc théoriquement, un prospect que vous avez relancé 2 fois, c'est-à-dire vous lui avez envoyé 3 mails en 3 semaines, vous arrêtez. Vous risquez d'avoir des problèmes si effectivement vous continuez, ou vous envoyez tous les 3 jours, tous les 5 jours, à l'américaine. Là, maintenant, il y a le RGPD et effectivement, le problème c'est que ça, c'est un fait avéré, ce sont des chiffres qui sont vrais. Donc je pense que dans un premier temps, forcément, ils vont plutôt avoir dans le viseur les grosses structures. J'imagine que parmi nous, il n'y a pas de gens de chez Uber ou de chez Airbnb. Donc honnêtement, avant qu'on rentre dans une procédure ou une plainte et qu'elle soit instruite, si, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, j'ai eu l'exemple le lendemain du RGPD. Quelqu'un qui m'a dit comment vous avez eu mes données, etc., etc. Je lui ai répondu, comme je lui ai dit, bah, vous êtes dans telle base, on s'est rencontrés à tel moment, vous êtes dans ma base depuis telle date. Voilà ce que j'ai sur vous, nom, prénom, email. Si vous voulez vous désinscrire, le lien il est là. Terminé. Cependant, par rapport au droit à l'oubli, il y a quelque chose qui est assez paradoxal parce qu'il y a la loi contre la fraude à la TVA qui est aussi applicable et qui demande à te garder toutes les données durant 3 ans lorsqu'on est commerciaux. Mais le droit à l'oubli demande donc de supprimer toutes les données personnelles qu'on a sur la personne. Est-ce qui signifierait qu'on garderait seulement, on marquerait donc anonyme et on garderait juste les heures d'actu? Ça, c'est une bonne question. Mais à partir du moment où elle fait le... C'est pas très clair du tout dans la loi. Il y a une exception. Ah, Il y a une exception pour les obligations légales et comptables. Mais par contre, on veut aussi qu'effectivement, il y ait un processus d'archivage qui se mette en place avec une anonymisation dès que possible en fait. Mais théoriquement, les factures, on est censé même pouvoir les garder 10 ans. Donc il va y avoir en fait une contrainte, enfin, ouais. Enfin, je sais pas. Il me semble que ces contraintes qu'on vient de définir, pour des clients, elles sont différentes des prospects.
C'est-à-dire qu'avec des clients, on peut continuer à communiquer, puisqu'on a une relation commerciale, tout à fait. on a une relation juridique aussi, et fiscale, à travers les impôts. Donc là, on n'a pas interdiction, c'est sur des clients froids. Bah, oui, voilà, c'est vraiment l'objectif du truc, c'est de toute façon, ce qui est déjà primordial à la base, c'est de faire le distinguo entre votre base de données, alors vous l'appelez client, mais moi j'appelle ça opt-in, mais ça revient à la même chose. Et par contre, après, quand vous êtes dans une optique de démarchage, c'est-à-dire vous allez dans le dur, et peu importe comment vous avez récolté les listes, c'est même pas le problème. Le vrai problème, c'est la méthode et la façon de faire. Oui ? Je m'excuse d'être arrivé un petit peu en retard. Je me posais la question, est-ce que tu as abordé la question de la directive EVRE qui va rentrer en action en 2019 et qui est relative Sur la e-privacy ? aux communications électroniques? Parce que pour l'instant, c'est encore le cadre de 2012 qui s'applique. Non. Donc, a priori, si. Non, mais je veux dire, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé. Parce que le SNCD, qui est le syndicat national des entreprises de marketing direct, dit concernant vos clients et prospects en B2B, et concernant spécifiquement les communications électroniques, c'est encore la directive de 2012 qui s'applique et qui sera renégociée l'an prochain. Donc, a priori, pas de changement. Non. Par contre, j'ai reçu un très beau mail je pense, de quelqu'un qui exploitait mes données, parce que je recevais plein d'emails non sollicités pour tout un tas de choses. Hein. Et en fait, ils l'ont vraiment fait tourner à façon un peu déclaration d'amour. C'est-à-dire, ils sont allés franco en disant, nous, on est une agence de marketing direct. Oui, on utilise vos données pour les revendre pour des newsletters d'autres clients. Oui. Oui, on est coupable, excusez-nous, nanana. Mais par contre, voilà, vous avez la possibilité à tout moment, en cliquant simplement sur le bouton, de dire non, je ne veux plus faire partie de votre base de données. Et en fait, le truc, c'est que ils sont dans la légalité, mais tout en ayant un ton. Et en fait, c'est exactement ça quand on parle de prospection. C'est-à-dire, c'est au-delà de ce que vous vendez. Et d'ailleurs, ça m'amène au slide d'après. En fait, le vrai enjeu du mailing de prospection, c'est même pas comment vous avez récolté les données et comment vous les exploitez. C'est en fait, maintenant, on a trop été spammé, moi le premier, en recevant tout un tas d'emails où en fait, pas de personnalisation, rien. Bonjour, je vous vends une base de données de tant d'emails. Ça fait, si vous achetez 100 000 emails, ça vous fait l'email à tant de centimes, etc., sans savoir qui j'étais, pourquoi j'aurais besoin de ces mails, etc. Toutes ces pratiques de spamming, c'est sûr que eux, ils vont avoir des problèmes. Par contre, vous, si vous êtes dans une démarche un peu plus créative, où véritablement vous êtes dans l'empathie et la personnalisation, honnêtement, il faut vraiment tomber sur un casse-bonbon pour qu'on vous signale à la CNIL. Donc vraiment l'enjeu, et je reviens dessus, le gros hacking, en fait, maintenant, c'est même plus scraper des bases de données et envoyer des mails qui sont séquencés, horodatés, programmés. C'est pas ça. Ça, tout le monde le fait, c'est même plus du gros hacking. Le vrai gros hacking, c'est d'être dans la créativité du message. Et par exemple, moi, je suis en train de tester des trucs où je mets le lien des inscriptions tout de suite en haut. Où je dis, vous n'aimez pas les mails de prospection, moi non plus. Si vous voulez mettre un terme à cet échange, vous avez juste à cliquer sur le lien. Avant même que je commence mon baratin, entre guillemets. J'ai des désinscriptions, certes, mais personne ne me dit arrêtez de m'envoyer des mails. Personne. Et donc, pour en revenir sur les conseils du cold emailing à l'heure actuelle, qui de toute façon ne changent pas énormément vis-à-vis de ce qui se faisait avant, en fait, déjà, la première des choses, c'est votre approche. Donc, je vous l'ai expliqué dans l'exemple de l'agence de marketing direct, c'est que quand on s'adresse à un prospect qui ne vous connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de vous ou de vos produits, on ne parle jamais d'offres commerciales tout de suite. Jamais. Donc l'exemple par exemple de je vends une base de données à tant de milliers de mails, ça fait tant de centimes le mail, c'est interdit ça. C'est nul en plus. Donc on ne parle jamais d'argent lors du premier email.
c'est plutôt pour solliciter un rendez-vous, pour le faire inscrire à un webinar, à une démo gratuite, à l'inviter sur un salon où vous exposez. Bref, en fait, c'est plutôt quelque chose où vous incitez un engagement, une relation auprès de votre prospect. Mais jamais pour vendre, parce que de toute façon, il n'achètera pas. La deuxième des choses qui est très importante, c'est la personnalisation. C'est tant qu'à faire du cold emailing, autant avoir le maximum de données sur les gens. C'est-à-dire nom, prénom, son poste, le nom de sa société, etc. Pourquoi? Parce que dans toutes les solutions de cold emailing, toutes les solutions, type Woodpecker, vous avez Lenmist, vous avez Yam aussi si vous utilisez Gmail. Voilà, je vous donne des tips comme ça, hein. J'ai rien inventé, mais je les utilise tous et c'est tous très bien. Vous avez la possibilité de personnaliser vos messages avec donc des champs, ce qu'ils appellent des variables ou des merges en anglais, qui sont prénom, nom, etc. Et un email bien tourné, la personne elle aura l'impression que vous vous adressez à elle. Et forcément, quand vous vous adressez de manière un peu plus personnelle à quelqu'un, il y a plus de chances que ça passe aussi. Donc ça, la personnalisation, c'est quelque chose de très important. Et le troisième point, en fait, sur lequel je veux vraiment attirer votre attention et surtout vous dire, en fait, la créativité, elle se joue autour de ces trois axes-là. C'est-à-dire que la valeur ajoutée, en fait, parlez pas produit, parlez problème client. C'est-à-dire que si vous sollicitez... Alors, dans les startups, on parle de pain, donc de valeur, de souffrance, de problème. Donc ouais, on peut effectivement dire valeur ajoutée ou peu importe, mais en fait, ne tournez pas votre message autour de votre produit, tournez-le plutôt de façon à ce que la personne comprenne en quoi vous lui apportez une valeur ajoutée et pourquoi elle ouvrirait et elle cliquerait sur votre lien. Ou elle solliciterait un rendez-vous, peu importe. Donc ça, ces trois axes-là, si vous respectez ces conseils-là, vous aurez très peu de problèmes. Et donc, je vous remercie. Je suis à votre disposition par mail si vous souhaitez ou maintenant pendant le meet-up. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment.